France Maghreb 2. À la une de ce grand forum et pour ce mercredi 2 octobre, incendie de Lubrizol. Le gouvernement a-t-il failli dans sa communication? On en parle avec vous dans un instant avec Dounia Tebaoui, avec Mehdi Chebaiki et Abdeslam Itache. La cour d'appel de Tunis a rejeté mardi une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle. Nabil Karoui a indiqué à l'AFP, un de ses avocats, moins de 2 semaines avant le scrutin. Peut-on envisager l'annulation du second tour en vue de cette configuration? On en reparle avec vous tout à l'heure dans le grand forum. Le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. Qui sera le grand gagnant? Eh bien, réponse avant 18h. Le grand forum, Christophe Roux, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Dans la playlist du Grand Forum, en ce mercredi 2 octobre, Riles, un artiste que je vous avais fait découvrir il y a pas si longtemps, le titre Rebeu in Oran. Mettez le son à fond, vous allez voir comme c'est bon. Here, she says, what you mean? I say, hi, baby, she says, who it is? I say, come with me, tell me why she lives. Why, fuck all my problems, I'm living with Eunice. This هدية بمردس. Hey, we don't need no drugs, no bitches, live that influence. I just need my زيتون, my souk so your belly dance. سلام عليكم سلام لابس. Nigga, I don't know your name, but we been talking like cousins. Ain't know who the fuck is this, ain't know I don't have time. This ain't niggas in Paris, but my rippers in Oran. What? She says, what you mean? I say, baby, she says, who it is? I say, come with me, tell me why she lives. I can pay my flight, what you mean we got no money? What? I should find a job, and now you sick of my music? Oh, yeah, you want that ring, that house, that dog, and that kid. Better never be with me, oh no, bye-bye, Aruh Yasin. I said, fuck all my problems, I'm living with Yasin. This هدية تتلمسن. Now we walking in the streets, chillin', we don't have a plan. Fuck man, everything cool, wanna why I need a run. I bought a lot of cigarettes, selling one to friends, cause now I'm broke, I bought too many presents for cousins and friends. I got every brand you need, even the lighter. I need that money for my studio, please Mr. Officer. Retenez bien son nom, il s'appelle Riles, le titre Rebeu in Oran, direction Rouen dans un instant pour s'intéresser à la communication du gouvernement autour de cet incendie qui est survenu en fin de semaine dernière. Le grand forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. 16h24, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est parti pour votre émission L'info autrement, ça s'appelle le Grand Forum tous les jours sur France Maghreb 2, 16h à 18h avec aujourd'hui pour nous accompagner Dounia Tebaoui, infirmière cadre. Bonjour Dounia. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air fatigué aujourd'hui? Ah non. Ah bon, d'accord, voilà, je préfère ça. Du tout. Celui qui déclenche une bataille de chiffonniers au sein du groupe du LGF. Merci Abdeslam Itache de mettre le bazar total. Abdeslam, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Et il en est très fier en plus. Ah oui, totalement. Oui. Non mais tu déclenches quand même une véritable... tu sais qu'il y a une enquête ouverte. Hein. Ouais, voilà. Alors moi je n'entre jamais dans les polémiques, je les crée.
D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Mehdi Chebaïki est avec nous, notre Lyonnais. Salut Mehdi. Salut à tous. Bonjour mon cher Mehdi. Tu es d'accord avec ça? Il n'entre jamais dans les polémiques, mais il est créé, Abdeslam Itache. Bah, si ça lui convient d'être l'objet de polémique, ma foi, pourquoi pas, libre à lui. Bon. Non, c'est l'objet de fantasmes de certains. Ah, alors je ne rentrerai pas dans ce genre de considération, je suis désolé, monsieur Itache. Bon, et ben, puisqu'on en est à parler de fantasmes, eh bien, nous parlerons de la libido de François Hollande, vue et corrigée par Fabrice Lucchini dans le zapping tout à l'heure. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes, Ouais. comme on dit. En effet. À découvrir. Et puis Brice Hortefeux qui prend la défense de Nicolas Sarkozy, ça aussi c'est fait. Et puis bah justement François Hollande, vous savez, je sais pas si vous avez suivi l'hommage à Jacques Chirac, c'était lundi. Et a priori François Hollande a déclenché une petite polémique sur les réseaux sociaux parce qu'il est parti parler à Carla Bruni. Et on a vu sa tête, elle apparaissait vraiment extrêmement choquée. Et il a révélé hier soir ce qu'il lui a dit finalement, pour qu'elle soit aussi choquée. Vous allez voir, c'est pas aussi grave que ça. Réponse tout à l'heure dans le zapping, info zappé aussi avec des infos zappées évidemment comme d'habitude. Mais pour l'heure, la question évidemment qui a d'ailleurs été une actualité qui a été cachée par ce qui s'est passé autour de la mort de Jacques Chirac et qui nous emmène à Rouen. Vous connaissez Rouen tous les trois. Oui. C'est en Seine-Maritime, c'est ça? C'est ça. Tout à fait, oui. Bon, d'accord. Alors, il se passe pas mal de choses avec l'explosion de cette usine, donc du côté de Rouen. Et les informations, évidemment, qui en découlent, on va faire le point et en détail pour leur reportage, justement, avec un reportage de France 2. Et c'est un pompier qui s'exprime et apparemment les pompiers quand même qui ont pris de gros risques pour aller justement tenter d'éteindre cet incendie. Jamais il n'avait dû affronter un incendie d'une telle ampleur. Lorsque ce pompier qui a souhaité rester anonyme quitte la caserne au milieu de la nuit, il n'a que très peu d'informations. C'est très rapidement lors du transit qu'on se rend compte que ça va être une intervention qui est hors norme, un panache de fumée gigantesque, des flammes de plus de 20 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que ça va vraiment pas être une intervention classique. Il fait partie des premiers à pénétrer au plus près du brasier, avec pour seule protection respiratoire selon lui un masque en papier. Partout autour de lui des explosions. Il s'approche pas à pas, tente avec ses collègues de contenir l'incendie. Mais les moyens manquent, ordre est donné de se replier. Donc voilà, c'est ça, plus de l'impuissance à un moment donné et l'envie d'y retourner. Malgré l'ordre de repli, on a envie d'y retourner, on a envie de faire le minimum qui est possible pour essayer de contenir le feu comme on pourrait, quoi. Après une nuit de lutte, le feu est finalement éteint. Les pompiers retournent sur les lieux. En marchant dans ce mélange d'eau et d'hydrocarbures, dans une odeur pestilentielle, les premières questions commencent à émerger. Quand on voit l'ampleur du sinistre, une fois que le feu est éteint, on se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. C'est chaotique et on se rend compte de l'ampleur de la catastrophe et là forcément on commence à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il y a dans les fûts, est-ce qu'il y a un risque pour moi, et j'ai rien à y faire, alors il a fallu qu'on soit bien plus loin, laisser les moyens hydrauliques s'il faut et éventuellement que le minimum de personnel s'engage quand il faut déplacer les lances pour éteindre les foyers résiduels, mais pas être à proximité comme ça, pas être aussi près, avec un pauvre masque en papier. Pendant quelques heures, il souffrira de maux de tête. Selon lui, plusieurs de ses collègues seront pris de nausées et de vomissements. Terrible ce qui se passe du côté de Rouen avec cette usine Lubrizol donc et la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que la communication du gouvernement a-t-elle failli, Abdeslam? Alors, tout d'abord, une pensée pour toutes ces personnes justement qui ont dû subir un petit peu tout cet effet cocktail de tous ces produits qui ont brûlé. Mais la question que tu posais, à savoir s'il y avait eu une défaillance de la part du gouvernement. Oui, c'est ça ma question. Moi personnellement, je n'en vois pas. À partir du moment où toutes les dispositions ont été prises, le Premier ministre parlait de transparence totale, qu'il allait pas mettre la lumière sur le sujet, mais qu'il allait permettre une transparence totale de l'incident. Juste une précision, il y a 5300 tonnes. Un de vos deux portables qui fait référence. Je sais pas si c'est celui de Dounia ou d'Abdeslam. Très loin le mien. Voilà. Mais ça va mieux. Alors, merci Dounia.
5200 tonnes de produits de tout genre. Voilà, c'est il y aurait près de 479 produits qui auraient été mélangés. Et évidemment, et le pompier le dit bien, le but c'est uniquement de contenir l'incendie et pas d'essayer de l'éteindre. Vous savez, lorsque vous avez des hydrocarbures, des produits hautement inflammables qui prennent feu, on ne peut pas les éteindre. Et on le voit bien lorsque l'on éteint un puits de pétrole, vous savez, on le souffle avec un bâton de dynamite et c'est très compliqué. Et n'oubliez pas le facteur environnemental. Vous avez autour de cette usine des habitations, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Hormis le fait de contenir ce feu, on ne peut rien faire d'autre. Oui, mais il y a quand même, attendez, il y a quand même des paramètres à prendre en cause quand même. Avec une nouvelle loi qui a été passée en 2018, si mes souvenirs sont bons, qui déclare maintenant que c'est le préfet qui est en charge de pouvoir évaluer ou autoriser, l'exploitation de produits dangereux. Et la préfecture de Rouen aurait effectivement autorisé de multiplier par 2 le stock de produits chimiques dans cette usine. Oui. Donc là, il y a quand même des questions qui se posent quand même aujourd'hui. Et cette autorisation date de quand? Elle date de récemment là. De récemment, oui, absolument. Donc on a multiplié par 2 le stockage de produits chimiques au sein de cette usine. Et c'est maintenant le préfet qui est en charge d'autoriser ou non. Alors Mehdi, est-ce qu'il y a défaillance dans la communication du gouvernement là, qui est un peu pataugée quand même, hein? Je sais pas, c'est dangereux, c'est pas dangereux, on sait plus où on en est quoi. Ils ont un peu pataugé, mais à la rigueur, que ce soit Monsieur Philippe ou Monsieur Castaner, à ma connaissance, ce ne sont pas des chimistes, hein. Donc ils doivent se fier aux informations qui leur sont remontées. J'ai pour habitude d'être très tendre avec ce gouvernement, mais là-dessus je m'acharnerai pas parce que face à un événement de ce type, à la rigueur, moi la question qui m'intéresse, c'est qu'il donne des pistes le plus rapidement possible au niveau de l'enquête sur pourquoi il y a eu l'incendie. Quelle a été la cause de l'incendie? Ça, c'est quelque chose de plus intéressant. Sur la communication de crise, on peut toujours faire mieux. Mais la communication de crise, comme elle l'indique, signifie que les personnes qui sont là pour communiquer, nos représentants politiques, n'ont pas tellement plus d'informations à l'instant T que le citoyen lambda, si ce n'est ce que leur remontent les pompiers et les gens les gens de Lubrizol, c'est ça Lubrizol, absolument. Les gens de Lubrizol pour leur dire voilà ce qu'on avait comme type de produit. Alors après, il faut faire confiance aux pompiers, il faut faire confiance aux gens, enfin pas il faut, moi, mais ce que je veux dire c'est que le gouvernement n'a pas d'autre choix et de canal d'information que Lubrizol et les pompiers. Et la préfecture, bien entendu, à partir de là, communication de crise défaillante, certainement, mais catastrophique, je n'y crois pas, indépendamment de la catastrophe en elle-même. Mais on nous dit que c'est pas dangereux, mais en même temps, on recommande aux agriculteurs de ne pas commercialiser leur lait, toute leur agriculture. On demande de stopper principe ça. De précaution. Ouais, mais principe de précaution, d'accord, mais faut dire la vérité aux gens. Est-ce que la vérité a été dite, Dounia? Alors, est-ce que la vérité a été dite? Oui et non, parce que, comme dit, moi je suis d'accord avec Mehdi, en sachant qu'il y a des analyses qui sont toujours en cours, donc après, le gouvernement, il fait aussi en fonction des informations qu'il a au fur et à mesure. Là où il y a eu une faille... Est-ce qu'il y a un scandale d'État, là, qui se profile? Non, là où il y a eu une faille, je pense que les habitants et les victimes collatérales de cet incendie ont été quand même un petit peu livrés à eux-mêmes, puisqu'il n'y avait aucune présence de maire, aucune aide de proposer. Donc, je pense que c'est ce qui a fait le plus de bruit finalement dans l'affaire. La ministre de la Santé a pris la parole ce matin avec la ministre de la Transition écologique pour dire qu'effectivement il y avait des analyses qui étaient toujours en cours et que les résultats finaux on les aurait que vendredi et que jusque là de toute façon il n'y avait pas de comment dirais-je de substances dangereuses présentes dans l'atmosphère actuellement, on est d'accord. Une liste a notamment été dictée, une liste de produits par le voilà. Sur le site de la préfecture. Franchement, allez la voir, cette liste est incompréhensible. Apparemment, elle serait incomplète d'après certaines associations de l'environnement. Après, voilà, si on n'a pas certaines infos, évidemment qu'on peut pas agir efficacement. Mais je pense que c'est plus dans la forme que l'affolement en fait est monté et que voilà. Après, c'est normal. Il y a des enfants, il y a le syndicat de France Télévisions. Oui. Alors il y a des photos qui ont circulé. Sauf qu'on était sur les radiations. Il y a des photos qui ont circulé sur Twitter avec je sais pas si vous avez vu des oiseaux morts, qui n'ont absolument rien à voir avec cet incident, qui correspondent à quelque chose qui s'est passé en Louisiane, je crois. Oui. Alors il y a eu plein de fantasmes autour de ça, mais voilà, je pense qu'il faut faire confiance
confiance aux pompiers, faire confiance au gouvernement aussi, puisque il y a apparemment une pression a été mise. 4 ministres qui se sont déplacés quand même. Une pression a été mise, ne serait-ce que pour obtenir la fameuse liste. Donc voilà, laisser les choses suivre leur cours et. Bah, je vous propose d'aller à Rouen. On va accueillir. Christophe, oui, j'avais une question. Tu parlais tout à l'heure de, on veut connaître la vérité. Oui, on veut. D'accord, très bien. Oui. Quelle est-elle? Merci. Quelle est-elle? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que les produits... Si le gouvernement dit le contraire, il l'a pas encore dit. Il l'a pas encore dit. En même temps, il dit... Non, mais ils prennent des mesures. Patauge. Pardon, mais il patauge parce qu'ils nous disent... Philippe, hier, à l'Assemblée nationale, a dit, c'est pas dangereux. Visiblement, ce qu'on respire dans l'air à Rouen, c'est pas dangereux. Je veux dire, il est pas scientifique, Édouard Philippe. Il est le problème, c'est qu'il y a justement, quand même donc on lui demande de donner une réponse scientifique tout de suite. Une réponse qu'il n'a pas. Et on lui demande en plus de parler de vérité. Mais est-ce qu'on veut une réponse immédiate ou est-ce qu'on veut la vérité? La vérité, il va falloir le temps de l'enquête. C'est ça que j'essaie de dire. Et si c'est dangereux, est-ce qu'ils vont la donner, la vérité? Alors là, c'est une autre question. Bah oui, mais comment le savoir? Et si la vérité, c'est, écoute, finalement, ça n'était pas dangereux. Finalement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi, il y a pas mal d'habitants qui ont dit avoir été victimes de malaise. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il y a des écoles à proximité, il y a des professeurs de PS qui ont exercé leur droit de retrait. Ouais. Et il y a aussi le syndicat de France Télévisions qui a déposé plainte contre X par rapport à leurs locaux aussi, qui sont situés à proximité. Voilà. Ouais. Donc, il y a en fait, c'est tous ces paramètres-là qui font que, parce que la vérité absolue, on l'aura pas tout de suite dans l'immédiat. Est-ce qu'on nous dira la vérité, oui ou non? Ça aussi, point d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de cas de malaise, de vertige et on a parlé, excuse-moi, je termine juste ma phrase, on a parlé de présence d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène, qui correspond aussi à ces histoires qui peut correspondre à ces histoires de malaise, de céphalée, qui a eu, lors de l'incendie. On va aller à Rouen, pardon messieurs, on va aller à Rouen mesdames, avec Amar qui nous attend, un citoyen qui habite dans la région, retraité. Bonjour Amar. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, Amar. Est-ce que d'abord, première question, est-ce que l'odeur que les Rouennais et Rouennaises respiraient est toujours en vigueur? Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours en vigueur. Je suis dans mon appartement, j'ai fermé toutes les fenêtres, et dès que j'ouvre une fenêtre, il y a une odeur pestilentielle qui est là. Ouais. Amar, comment vous vivez, vous, ce qui s'est passé près de chez vous? Vous êtes d'abord à combien de kilomètres de cette fameuse usine? Je suis environ 3-4 kilomètres. 3-4 kilomètres. Donc l'odeur c'est un petit peu peut-être atténué parce que je suppose qu'il y a un peu de vent dans la région depuis. Est-ce que l'odeur, vous dites, est toujours présente? C'est sûr. Ouais. Amar. Elle est amoindrie puisqu'il a plu et il y a du vent. Donc c'est plus... C'est moins fort qu'auparavant. Amar, est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour avoir la vérité? Est-ce que vous avez peur pour votre santé et celle de votre famille, Amar? J'ai peur pour ma santé et celle de ma famille, et surtout ma santé puisque je suis malade chronique avec insuffisance respiratoire et ça me touche au premier chef. Dès qu'il y a un problème dans ce sens, ça me touche au premier chef. Donc je demande simplement qu'on soit averti, qu'on soit informé. Or on n'est pas informé. Il faut savoir que l'explosion elle a démarré à 2h30 et que le maire n'a été réveillé qu'à 8h. Ah oui, 2h30 en pleine nuit, 8h pour réveiller le maire. Bon, il dormait bien, quoi. Il y a des gaz toxiques qui sont échappés, nul n'a été informé. Ouais. C'est ça en fait qui a vraiment. Si je peux me permettre une chose, j'ai lu dans un article que les sirènes également avaient été déclenchées 5 heures après l'explosion. Donc on est à peu près sur le même ratio, milieu de la nuit à matinée. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus grave que la communication du gouvernement. C'est la réaction des autorités locales, parce que c'est bien beau à chaque fois de vouloir aller chercher des responsabilités très hautes, mais bien souvent, elles se trouvent au niveau local, les premières responsabilités. Vous confirmez, Amar, pour les sirènes? Tout à fait. Je sais bien que il y a une réglementation qui dit qu'à partir de 12 sites Céveso dans un endroit, il faut déclencher les alarmes. Ouais. Or, ces alarmes, c'est quoi? C'est simplement
décrocher une alarme et entendre les directives du préfet. Oui. Donc c'est pas une alarme qui agit de fait. Ouais, on a bien compris. Alors, j'ai habité dans une zone Céveso, moi, pendant longtemps, pendant 10 ans, à côté, dans la vallée de la Chimie à Lyon, que vous traversez, que les Parisiens traversent quand ils vont dans le sud, généralement, là où ça sent pas très bon, d'ailleurs, sur l'autoroute A7 à la sortie de Lyon. Ouais. Et voilà, il y a des essais de sirènes qui sont faits, qui sont réglementés. Normalement, on doit recevoir de manière périodique, quand on habite dans ces zones, une information par courrier avec des codes de sirène. Voilà, si ça sonne comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que ça a été fait à Rouen? Amar. Ça a été fait, mais simplement, je vous dis, ça a été fait et on aboutit à ouvrir Radio France Bleu Normandie qui diffuse, qui est censé diffuser les directives du préfet. Ouais. Et ils le font France Bleu. En tout cas, ils remplissent leur mission de service public pour le coup. Tout à fait. Mais bon. Abdeslam. Alors moi, si tu permets, tout à l'heure tu mettais en exergue le fait que l'on dise il n'y a aucun danger, mais en même temps ne consommez pas le lait et autres. C'est une règle, un principe de précaution. J'ose imaginer, ou je n'ose pas imaginer le contraire, que l'on dise surtout continuer à manger les légumes du potager et continuer à boire le lait, il n'y a aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une règle qui s'impose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce principe de précaution. Mais ce principe de précaution, Abdeslam, je me permets, il est très récent. Et justement, c'est ce qu'ils disaient les éleveurs et les apiculteurs, etc. Ils disaient il n'y a aucune mesure qui a été prise. On nous a rien dit, on nous a laissé continuer à vendre notre lait, etc. Et ça, c'est super récent. Non, mais c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des analyses poussées et comprendre aussi. On parlait tout à l'heure de ce cocktail avec tous ces produits qui se sont mélangés et donc forcément qui ont des réactions. Quelque chose. Oui, Amar, je vous en prie. Ce cocktail, c'est vrai qu'il faut parler du cocktail et il reste encore des flux dangereux qui sont à l'air. Mais ce qui est important aussi, c'est que il y a 8000 carrés de toit de béton où il y a comment qu'on appelle ça, d'essuie, de l'amiante. De l'amiante. Ouais, bah oui. Voilà, les puits d'amiante, c'est dû à l'incendie du toit. Ouais, bah oui, forcément, oui. Amar, vous nous confirmez, vous, aujourd'hui, que l'odeur est toujours présente, hein? L'odeur est toujours présente, elle est moindre, mais elle est toujours présente. C'est juste pour décrire un peu, ça ressemble à quoi, cette odeur? L'œuf pourri, non? Ouais, c'est ça. C'est de l'œuf pourri, c'était les témoignages. C'est un petit peu du carburant. Ouais. Il y a de quoi être inquiet quand même, je sais pas moi, il y a de quoi être inquiet quand même. Amar. Il y a de quoi être inquiet, notamment sur les... Comment on appelle ça, le toit qui a brûlé. Il a brûlé, il a fait cuire de l'amiante. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas... Tant qu'on n'a pas découvert l'objet du délit, je veux dire, on saura pas s'il y a un cancer. Par exemple, si on attrape un cancer, on saura pas si c'est lié ou pas. Ouais. À cause de cet incendie ou à cause d'autre chose. Merci en tout cas, Amar, pour votre témoignage et à très bientôt, Amar. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, il est inquiet, Amar. Il a raison quand même. Il a raison. Moi, je sais pas. Mais à très long vous terme. habiteriez, vous, dans ces secteurs, hein, vous parlez, vous, facilement depuis Lyon ou Paris, où on est, a priori, épargné, quoique, a priori, il y a aussi des petites choses qui auraient évacué dans la Seine. Donc, la Seine, ça arrive à Paris aussi. Les nappes phréatiques. Voilà. Donc, à Lyon, il est tranquille, pépère, là-bas. Hein, vous parlez. Alors là, justement, c'est pour ça que je m'élève en faux contre les assertions de Monsieur Fro, puisque en effet, comme je te l'ai dit, j'ai vécu 10 ans en zone Céveso, dans la vallée de la Chimie lyonnaise, avec la torchière, donc au niveau de la raffinerie de Faisin, avec la torchière qui, de manière périodique et jusqu'à aujourd'hui, émet des panaches de fumée noire sur plusieurs kilomètres. Et ça, c'est classique à Lyon, hein, c'est très connu, c'est pas pour autant que c'est bien et qu'il faut minimiser ce qui est à Rouen, mais justement, on connaît un petit peu la situation
situation. Et chez nous, hélas, parfois, c'est devenu même une normalité pour les pouvoirs publics. Ouais. Ça, c'est problématique. Mais c'est vrai que vous avez quand même une odeur un peu spéciale à Lyon, c'est les identitaires, chez vous, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, oui. C'est tout aussi pur, parfois. Et nocif. 01 vous avez pas le bruit, mais vous avez l'odeur. Oh là là, Abdeslam. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous dire si la communication du gouvernement, est-ce qu'elle a failli, cette communication. On en parle avec vous au 01 40 33 9000. On va faire le point un petit peu sur les informations, parce que elles sont nombreuses depuis ce matin. Tiens, la dernière en date, c'est la porte-parole qui a pris la parole à 14h30. Elle annonce que le gouvernement a mis en place un numéro vert pour répondre aux questions des habitants inquiets. Ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. C'est une bonne chose, ça, de répondre aux questions des habitants qui sont inquiets. Un numéro vert est en place, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement par le biais de sa porte-parole. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reconnu que personne ne savait aujourd'hui ce que donnent ces produits mélangés quand ils brûlent à propos des substances qui se sont consumées dans l'incendie de Lubrizol rendu public mardi, alors que la préfecture de Seine-Maritime a publié hier la liste des 5253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé dans l'incendie jeudi dernier. La ministre a souligné sur France Inter que ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on fait de cette liste. En réalité, aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. C'est la demande, ce que nous allons faire à l'Imri. C'est ce qu'a confirmé la ministre de la Santé chez nos confrères de France Inter. Donc vous voyez bien, ils ne savent pas. Ils ne savent pas concrètement. Ça, c'est naturel, Christophe. On peut pas leur reprocher. Excuse-moi de t'interrompre, Christophe. Mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur reprocher. Il y a tellement de produits chimiques, j'ose même pas imaginer le nombre de combinaisons qu'on peut faire entre ces produits. Ces produits, en fonction qu'ils soient sous pression, en fonction de la température qui peut être atteinte, les produits peuvent des formes différentes. Les molécules, enfin, je sais pas tellement comment on appelle ça, mais cela peut prendre des formes différentes. Ça peut être certains produits peuvent être toxiques à 100 degrés, ne pas l'être à 300 degrés, et inversement, ou à 1000 degrés. Donc, le fait que le gouvernement ne soit pas au courant, on peut le critiquer pour beaucoup de choses, mais peut-être pas parce qu'il ne sait pas ce qui se passe exactement. Oui, Abdeslam. Non, mais très modestement, Agnès Buzyn le dit, je ne sais exactement ce que donnent les produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Ce que je veux dire, moi, je mets au défi n'importe quel chimiste de pouvoir nous expliquer ces 5000 tonnes, ce qu'ils donneraient comme résultat. Et forcément, ça change la structure de la molécule, et donc, du coup, c'est autant jouer au loto, on aura on a plus de chances de trouver les résultats. Je me permets juste, elle a quand même précisé que il y avait une recherche de produits potentiellement cancérigènes connus qui se manifestent habituellement dans tous les incendies de cette ampleur-là, qu'on connaît, il y a déjà une liste qu'on connaît, et c'est surtout déjà ces produits-là en première intention qu'on analyse déjà pour voir s'ils sont présents ou pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme information ce matin? Tiens, à une dépêche à 10h21, une mission d'information sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen va être créée à l'Assemblée nationale, a-t-on appris mercredi de sources parlementaires, après un accord en conférence des présidents sur ce format, pour faire toute la lumière sur cet incendie dans lequel plus de 5000 tonnes de produits, rappelons-le, chimiques ont brûlé. Plusieurs députés et hommes politiques et groupes politiques, surtout de gauche d'ailleurs, réclamaient depuis plusieurs jours une mission d'information, une commission d'enquête parlementaire. Oui, non, c'est bien. Non, c'est très très bien. Enquête parlementaire. Bien sûr, mais ça va changer la donne. Non, il faut absolument amener la clarté sur ce problème. Et fort heureusement qu'il faut une enquête parlementaire pour justement comprendre les responsabilités des uns et des autres. Tout à l'heure, t'abordais le fait que il avait été autorisé sur ce site Seveso un doublage des volumes stockés. Et moi je demande à ce que ces personnes qui ont signé en bas à droite cette décision puissent s'expliquer sur ce fait-là. Et aujourd'hui, on est devant un drame écologique qui est important, sanitaire, et qui peut-être engager la santé de plusieurs personnes. On a eu un témoignage juste avant. Bien sûr qu'il faut de la clarté, et ces personnes-là doivent rendre des comptes. Tout à fait. Mais alors, d'autres informations, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations autour de ce sujet, et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 si vous souhaitez nous donner un petit peu votre sentiment ou votre ressenti par rapport à cette communication du gouvernement autour de ce drame, parce que c'en est un évidemment, puisqu'on ne sait pas réellement concrètement ce que cela va donner et engendrer comme problème sur les gens. Quoi qu'il en soit, Lubrizol coupable, l'État complice, environ 2000 personnes, dont des parlementaires selon la
CGT et une source policière ont manifesté hier soir à Rouen pour dénoncer le groupe chimique et l'aptitude du pouvoir public soupçonné de cacher la vérité sur les conséquences de l'incendie de l'usine jeudi dernier. Ça, c'est une manifestation et les habitants se mobilisent là pour le coup. On peut pas leur reprocher. 2000 personnes qui se mobilisent et qui demandent la vérité. Voilà. Non mais je vous sens quand même frileux, excusez-moi, mais je vous sens extrêmement Non mais si tu nous demandes si on est à la recherche de la vérité, la réponse est oui. Mais évidemment qu'on la veut la vérité et que ces responsables à un moment puissent être entendus, leur responsabilité est engagée et qu'ils puissent expliquer à un moment les choix qui ont été les leurs. Et si la cause de l'incendie est d'origine accidentelle, non, mais ça c'est pas la première fois qu'on nous ment, excusez-moi, mais je pense sincèrement que le fait que l'incendie soit associé, soit l'objet de tous les fantasmes, c'est surtout par rapport à ce que disait tout à l'heure Mehdi quand il parlait de la non-réactivité des autorités locales. Ouais. Moi, je suis pour à 300%. Je pense que le numéro vert, c'est pas pour rien aussi qu'il a été instauré, plus pour le côté psychologique et puis faire descendre. Mais les gens ont besoin de comprendre. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je trouve que ça a pris une ampleur peut-être qui n'est pas non mais alors on y revient dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. Dounia, je te sens un peu, il va falloir se réveiller parce que tu sais qu'il y a un quiz tout à l'heure. Ah oui, en plus j'ai un adversaire de taille là en face de moi. Voilà, Mehdi Chebaiki qui nous a joué la petite pleureuse ce matin en disant oui moi je suis par Skype, nanani nanana, n'est-ce pas Mehdi? On a un mouchoir pour toi. Non mais ça c'est du factuel, et il se passe des choses au niveau de Skype, alors je sais pas si ça vient de toi ou d'ailleurs, mais il y a des choses qui sont bizarres. Oui, bon, très bien. C'est de la faute tu mets de la suspicion encore une fois. Allez, on est de retour très vite avec vos appels. Les Français veulent la vérité. Les Français veulent la vérité et ils l'auront en tout cas s'ils écoutent le Grand Forum, parce que ici c'est l'ADN de l'émission. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Dounia Tebaoui, notre infirmière cadre, monsieur Abdestamitache. Il est élu centriste dans le 95 et Mehdi Chebaiki, notre cheminot, avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. On parle de Lubrizol. Cette usine évidemment qui a été incendiée, dont il y a eu un incendie dans cette usine jeudi dernier. Ça provoque évidemment pas mal de réactions, des odeurs qui persistent. On croit en tout cas le témoignage de notre auditeur du côté de Rouen qui nous a appelé pour nous le confirmer que l'odeur persistait. C'est une odeur qu'il traduit comme étant du gasoil, enfin du fuel du carburant. Certains parlent de œufs pourris. Beaucoup s'inquiètent. La population s'inquiète évidemment et il y a de quoi. Et la préfecture de Seine-Maritime a publié dans la soirée la liste des 5253 de tonnes, rappelons-le, de produits chimiques qui ont brûlé dans l'incendie conformément à la promesse faite par le Premier ministre hier, Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale. Tous les produits ne sont pas dangereux, c'est ce qu'a assuré la préfecture. Un peu plus tôt, le préfet avait d'ores et déjà exclu devant la presse tout risque lié à l'amiante. En tout cas, c'est ce que avait dit le préfet. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens s'inquiètent et des manifestations donc se sont perdurées hier soir avec 2000 personnes qui se sont réunies pour dénoncer un petit peu ce qui se passait. Donc, pour faire simple, la question est toute simple. Abdestem, est-ce que pour toi, la communication du gouvernement a-t-elle failli? J'ai déjà répondu. À l'heure où nous parlons. Non mais, oui, non. C'est non. Donc tu réponds non alors que les auditeurs de France Maghreb 2 ont répondu sur Facebook à 88% oui. Ne me pousse pas à dire 89% sur Twitter. Vous pouvez continuer de voter et nous appeler évidemment. Non mais c'est un ressenti lorsqu'ils répondent à ce sondage. Personne, c'est toujours leur avis. Ce que je veux juste dire, c'est que le gouvernement d'abord, il n'anticipe pas une chose pareille et que la réponse elle est d'abord locale. C'est le préfet, c'est les pompiers sur place et autres. Et si tu veux, le Premier ministre, d'ailleurs qui a été sur place et ensuite est parti à Guidel puisque j'étais avec lui ce week-end. A fait le nécessaire. Oui, on l'a accueilli et je peux dire que il a plu et il y a eu du vent, comme disait notre auditeur. C'est surtout local, Abdeslam, mais je pense que ça fait partie de la communication aussi. Oui. Le fait qu'un maire soit réactif, le fait qu'il y ait des mesures de précaution prises de façon instantanée, parce que ça contribue à rassurer la population et tout ça, ça fait partie de la communication. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a que le gouvernement entre guillemets. Quand je dis le gouvernement, et bien entendu, je suis désolée, les représentants du gouvernement locaux
Mais c'est ce qui s'est passé. Castaner a été très rapidement sur place. Oui. Le Premier ministre, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. On parle du numéro vert, on parle de toutes ces dispositions. Ouais, mais ensuite il y a eu des manquements locaux en matière d'équipement de protection individuelle. Les pompiers, par exemple, qui sont arrivés avec des masques en papier, alors que les employés de Lubrizol étaient parfaitement équipés. Voilà. Mais bien sûr. Le protocole a des failles quand même. Mais il y a des plaintes de déposés, beaucoup de plaintes de déposés. Voilà. Bon, Mehdi, conclusion là-dessus. T'as quelque chose à rajouter? Non, rien. L'avenir nous dira si la communication a été défaillante ou non, mais pour le moment, c'est wait and see. Alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur un truc qui s'est passé en Algérie. C'est une députée de la France Insoumise qui est partie en Algérie à la rencontre du Hirak et qui a été interrogée à plusieurs reprises, notamment elle s'est exprimée dans les médias. Beaucoup dénoncent une ingérence de cette députée du Parlement français. Elle a été arrêtée, invitée à rejoindre Alger, placée en surveillance très surveillée, en résidence surveillée. Et là, Jean-Luc Mélenchon a confirmé tout à l'heure à l'Assemblée nationale que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était intervenu pour son rapatriement. Est-ce qu'il s'agit d'une ingérence, une députée française qui va s'ingérer et donner son avis sur la situation en Algérie, Abdeslam? C'est génial, j'allais te demander si je pouvais répondre le premier. Oui, c'est de l'ingérence. Elle n'a pas été mandatée ni par le gouvernement ni par l'Assemblée nationale pour représenter la France pour se rendre là-bas, et elle n'a fait que de la politique. Elle n'a pas à faire ça. Elle n'a pas à s'ingérer dans les affaires algériennes en ce qui concerne ce qui se passe là-bas. Alors puis elle, en tant que citoyenne, elle y a été en tant que députée. Oui. Et c'est là justement. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Elle aurait été en tant que citoyenne française, un peu, mais elle s'est servie de son écharpe pour justement aller faire de la politique là-bas, pour faire une vidéo et la diffuser sur les réseaux sociaux pour dire, vous voyez, la France Insoumise. Ça s'est passé à Béjaïa, hein. Oui. Juste pour précision. Voilà. Mais ils ont très bien fait de l'arrêter et de la renvoyer. Voilà. Pas d'ingérence. On est encore, et tu le vois bien, Christophe, on est encore dans cette culture coloniale dont on ne veut plus. Ça suffit. Ces personnes qui viennent nous expliquer comment ça se passe. Moi, je trouve que les Algériens ont été très dignes dans ce Hirak. Ça s'est bien passé. Les gens nettoyaient les rues après les manifestations, et ils sont constants. Et dans la durée, ils sont là, et ça n'a pas dégénéré, ou très très peu dégénéré. Ce que je veux juste dire, c'est que vos leçons, madame, vous les gardez. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Alors, en tout cas, elle est dans l'avion du retour pour Paris. Mehdi et amis auditeurs, votre avis nous intéresse là. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une ingérence de la part de cette députée de la France Insoumise, partie en Algérie, donner son avis sur la situation, interroger effectivement sur les réseaux sociaux, arrêtée par les autorités algériennes, ramenée à Alger, placée en résidence surveillée, et puis remis dans l'avion avec l'intervention de Jean-Yves Le Drian. Mehdi, ingérence, oui ou non? Clairement, c'est une ingérence claire. En plus, une ingérence maladroite. Voilà. Il y a encore des ingérences qui ont un peu de pas de sens, parce que moi, je déteste l'ingérence en règle générale, mais un peu de panache. Mais celle-ci est complètement maladroite. Visiblement, c'est une personne qui a fait ça de son propre chef. Je ne pense même pas que Mélenchon, que ça a eu été télécommandé, en tout cas je n'ose pas le croire, mais j'ajouterais 2 choses. Lorsque M. Mélenchon a dit qu'il avait eu M. Le Drian et que Le Drian avait, semble-t-il, fait pression pour que cette députée Mathildo, c'est ça, Madame Mathildo? Oui, c'est ça. Voilà, pour que Madame Mathildo soit rapatriée en France. Là encore une fois, on est un peu dans une forme de colonialisme dans l'esprit, puisque il était clair qu'elle allait être mise dans le premier avion pour Paris et qu'elle n'allait pas passer 15 ans de prison en Algérie. Et là, en disant qu'il y a dû avoir une intervention du ministre des Affaires étrangères, ou de la Défense plutôt, je me trompe. Enfin bref, de Monsieur Le Drian. Non, c'est déjà dire que étrangère. Comment? C'est l'étrangère. Voilà, c'est l'étranger, pardon, c'est l'étranger, oui, tout à fait. C'est déjà faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, parce qu'on a dans cette affaire, même si Monsieur Le Drian n'avait pas passé un petit coup de fil pour la forme, parce que c'est ce qui s'est passé, cette dame aurait été rapatriée en France. Deuxièmement, il y a eu environ 6 mois de manifestations en France, et jusqu'à preuve du contraire, avec de la casse et des tensions sociales, des tensions politiques, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucun député algérien, marocain, tunisien ou africain
venir prendre langue avec les mouvements des Gilets jaunes, venir s'afficher dans les universités françaises pour donner son avis, et bizarrement dans l'autre sens ça existe. Donc ça interroge encore sur ce fond diffus colonial que l'on peut trouver dans certains esprits qui peuvent être bien intentionnés, là n'est pas la question, mais au-delà de la bonne intention il y a la méthode, et cette méthode est particulièrement détestable. Dounia, tu partages l'avis de tes camarades? À 300% leur avis, je n'ai rien à rajouter. Je suis complètement d'accord. Elle a été mandatée par personne. Elle est partie avec son écharpe de son propre chef et elle n'avait pas à le faire. Non. Samir est avec nous. Il nous appelle de Paris au 01 40 33 9000. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir à tes invités. En fait, je voulais donner mon avis. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que disent vos invités. Oui, vous avez raison. Faites-le savoir, Samir. Vous avez le droit. Ouais, oui. Parce que je trouve que c'est des grands mots qu'ils utilisent. Enfin, on revient tout de suite vers le colonialisme, etc. Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que, messieurs, dames, est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée? Non, vous allez nous le dire. Non, moi je ne sais pas, je suis en France. Mais je le vois parce que je suis les informations et je vois ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Samir? Non, mais attendez, excusez-moi, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils prennent le drapeau berbère? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont, qu'on vient chercher le soir à minuit avec des policiers en civil? Tout ça parce qu'ils sont dans le Hirak. Est-ce que ça, vous le savez? Donc c'est très facile, vous, de Paris, de donner des leçons et de, voilà. Donc vous n'êtes pas là-bas, vous savez pas ce qui se passe. Je sais pas, vous êtes peut-être élu en France, ou je sais pas. Donc arrêtez de donner, c'est vous qui donnez des leçons. Moi, mais qui a parlé des détenus d'opinion? Est-ce que nous avons dit, monsieur, que les détenus d'opinion, c'était normal qu'ils soient emprisonnés? Avez-vous entendu ça sur nos ondes? Mais moi je déteste ça, je déteste ces donneurs de leçons qui viennent. Mais où avez-vous entendu des leçons? Nous parlons d'une députée française. Où avons-nous parlé du Hirak, des berbères et des détenus d'opinion? Samir, juste, vous n'êtes pas d'accord et vous le faites savoir et vous avez bien fait. Par contre, le principe, c'est de s'écouter. Donc, Mehdi, vas-y, je t'en prie. Mehdi. Non, j'aimerais juste savoir où, moi, je veux bien prêter le flanc à la critique, il n'y a pas de problème. Mais à quel moment avons-nous remis en cause le fait que, eh bien, les délits d'opinion, c'était mal? Ou bien par rapport au Hirak, à quel moment avons-nous abordé ces sujets? Nous parlons d'une députée française. Non mais, je vais vous dire quelque chose. Personne n'écoute ces jeunes-là qui sortent le mardi et le vendredi. L'armée et le gouvernement fantoche actuellement s'en foutent royalement. Si ces députés-là qui y vont et peuvent montrer à l'opinion mondiale ce qu'ils montrent et mettre pression, moi je suis preneur. Voilà. Donc vous êtes preneur que le Hirak soit mis sous tutelle de députés français. Actuellement, c'est une grande prison déjà. Samir. Donc vous êtes preneur, donc on répète, vous êtes preneur que le Hirak et les dirigeants du Hirak soient mis sous la tutelle de parlementaires français. Vous êtes pour l'ingérence. Je ne dis pas qu'ils soient mis sous tutelle. Je dis si ça permet de ce côté de la Méditerranée de montrer ce qui se passe là-bas, de montrer les exactions, pourquoi pas. Voilà, moi, et vous pensez que c'est fait gratuitement? Et donc vous pensez que les députés français qui peuvent s'y rendre le font dans un esprit de fraternité et d'humanité, qu'il n'y a pas d'objet politique après cela? Ouais. Tout seul. Et voilà, donc si ça peut aider, après on peut y trouver de la récup politique ou autre chose. Ah bon? Donc nous on est incapable de se défendre. Le problème c'est que l'impact n'est pas fait pour aider à comprendre. L'impact il est tout autre en fait. Et c'est là qu'il y a une différence. Quand il dit qu'elle est dans son droit et qu'elle peut faire ça pour montrer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, moi je suis absolument pas d'accord. J'ai pas dit qu'elle est dans son droit. J'ai dit moi personnellement en tant qu'Algérien, si je vois ça et je vois ce qui se passe de l'autre côté, si ça peut aider à montrer au monde les exactions et le manque de liberté et le fait qu'on ne permette pas aux gens de s'exprimer, pourquoi pas? Donc vous êtes pour l'ingérence. Je suis désolé. Alors là, on va peut-être un peu dériver parce que l'objet en fait n'était pas la question sur le Hirak, cher auditeur, mais c'était sur la question d'une députée étrangère qui venait dans un mouvement social en Algérie. Mais si vous dites qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, moi je vois tous les vendredis des plein de manifestants. Alors avec tout un tas de choses qui devraient aller mieux, mais je vois des manifestations qui se passent et jusqu'à preuve du contraire, il y a certes eu des abus, mais sur 6 mois de manifestation, l'Algérie n'a déploré aucune casse, comment emprisonnés. Je vous rappelle pour rien, juste pas, voilà, pour rien. Voilà. Donc, mais tout, il y a un travail de, je dirais, de derrière la scène qui se fait, et voilà. Donc. Bon, Abdeslam, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois soupirer, Abdeslam. Qu'est-ce qu'il y a? L'ingérence, donc à partir de là, je
pense qu'il n'y a pas de dialogue possible. Ouais, mais vous rentrez un peu dans la logique des militaires. Mais quelle logique, monsieur? Mais vous n'êtes pas mon ventriloque, vous ne parlez pas à ma place, monsieur. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes en train de parler d'une députée française qui fait de l'ingérence en France, en Algérie, et vous nous dites que c'est plutôt une bonne chose. Eh ben, nous ne sommes pas d'accord, monsieur. Je dis pas que c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement, si ça peut apporter quelque chose et mettre la lumière sur ce qui se passe donc là-bas, on peut se faire envahir par les Américains s'il y a un bon intérêt derrière. On peut le faire aussi. Merci Samir. Merci beaucoup en tout cas pour ton appel. Non mais il a le droit de donner son avis. Il a le droit de donner son avis. Non mais ce que je veux dire c'est le fait qu'elle vienne comme ça, c'est un symbole quand même. Non mais lui il vous dit si ça permet de pouvoir relater une situation qui est actuellement en vigueur en Algérie selon ses propos. On légitimise l'ingérence. Je suis désolé. Demain il va nous dire mais il faut que les Américains viennent envahir l'Algérie parce que c'est bon pour la démocratie. On va tout entendre. C'est juste pas possible. Je peux pas accepter une chose pareille. La souveraineté des États, c'est capital. Je suis entièrement d'accord avec Abdeslam et je rajouterai une chose, c'est que le fait de dire bon ben voilà, lui ce monsieur a cette opinion, pourquoi pas? Toutes les opinions sont respectables du moment qu'elles ne sont pas haineuses ou n'incitent pas à la haine ou à la violence. Mais en l'occurrence, aller reprocher à des personnes qui n'ont pas la même vision que lui et qui ont les mêmes intérêts de voir l'Algérie prospère, là n'est pas la question, mais simplement que nous n'avons pas les mêmes méthodes, dire voilà, vous êtes du côté d'un tel, vous ne connaissez rien parce que vous habitez en France. Mais ce monsieur habite en France également, ce monsieur a simplement un avis différent, et le problème de l'Algérie pour le futur et ce qu'elle devrait arriver à construire, c'est justement ça, c'est la pluralité des idées et le fait qu'on puisse dialoguer sans se jeter des noms d'oiseaux. On rappelle évidemment qu'on parle de cette députée de la France Insoumise qui a été arrêtée du côté de Béjaïa où elle séjournait, où elle a pris position, elle a parlé de ce qui se passe en Algérie, les autorités algériennes l'ont arrêtée, l'ont emmenée direction Alger en résidence surveillée et selon Mélenchon, le patron des Insoumis, eh bien c'est grâce à l'intervention de Le Drian, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qu'elle a été mise dans un avion, nous laissant croire que les autorités algériennes allaient la garder. Non, je pense qu'ils avaient vraiment l'intention de s'en débarrasser au plus vite et de la remettre en avion et direction Paris. Bye bye et ne revenez pas. Karim est avec nous. Salut Karim. Bonjour mon cher Christophe, comment va? Bah écoute, il va très bien, on est bien là, voilà. Tant mieux. Bah écoute, moi je rejoins Samir à quelques détails près. Moi je vais te dire quelque chose. Moi je suis effectivement ce qui se passe là-bas et j'ai remarqué que dans toute... alors peut-être le mot est un peu fort, mais dans toute révolution, parce qu'en Algérie quelque part c'est une révolution qui se passe, hein. Bon, sauf que c'est une révolution pacifique et c'est très bien. Eh ben il y a toujours eu des gens, les révolutions ont toujours été soutenues par l'extérieur. Il n'y a pas un seul mouvement au monde qui a réussi uniquement en étant enfermé sur lui-même. C'est pas vrai. Et moi, je voudrais dire, j'approuve cette dame, et c'est dommage qu'elle n'y ait pas été avec une délégation. Pourquoi, par exemple, quand des parlementaires vont dans les territoires occupés, vous montez pas sur vos grands chevaux en disant, mais après tout, Israël a fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. Non, alors attends, bouge pas, Karim. Et je trouve qu'elle a raison. Attendez, je voudrais juste finir. Parce que les territoires sont occupés. Non mais attends, je voudrais juste finir. Non mais qu'importe. Mais moi je voudrais faire. Ah ben non. Quand une délégation du Hirak fait des pieds et des mains pour être reçu au Parlement européen, et qu'il est reçu, et qu'on lui dit qu'on le soutient, et là ça vous gêne pas par contre? Tu peux répéter, pardon? Quand une délégation du Hirak demande à venir au Parlement européen, qu'ils sont acceptés, qu'ils montent sur la tribune, qu'ils parlent et qu'ils reçoivent même le soutien de la présidente de la commission, ça vous gêne pas par contre? Non, ce n'est pas que ça ne gêne pas. C'est que là, c'est des personnes qui vont à l'étranger, qui demandent un droit de parole à l'étranger et qui l'obtiennent. Moi, après tout, s'ils ont envie de s'exprimer à l'étranger, pourquoi pas? Et même s'ils ont envie de s'exprimer en Algérie, d'ailleurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, lorsque l'on a une députée qui s'invite pour des causes, pour des raisons qui ne sont pas déclarées et qui vient faire de la politique en Algérie sans y avoir été invitée, c'est différent. Il y a une question de souveraineté tout de même. Non, mais la souveraineté algérienne, il y a longtemps que le peuple, ça fait plus depuis 1962, les dirigeants algériens se sont assis dessus, et tu vas pas commencer toi ce matin à la défense cette dignité algérienne qui n'a jamais prends ça en pleine face, Mehdi.
Tout ce qui est petit est insignifiant. Oui. Non, d'accord. Mais donc, moi, je voudrais dire, cette dame, elle est dans son rôle. Et moi, j'espère qu'il y aura plein de députés français, italiens, allemands, anglais qui iront soutenir le peuple algérien. Parce que vous êtes bien assis dans vos banlieues, là. Vous savez pas ce qui se passerait là-bas. Il a raison, Samir. Et j'espère que plein de députés étrangers iront en Algérie pour soutenir le peuple algérien. Moi, je suis pour. Je découvre qu'on est bien assis dans nos banlieues. Qui venait à l'époque des Bouteflika et justement qui passait du bon sang visiblement en Algérie, qui faisait florès avec toute la mafia politico-financière algérienne. Les 20 dernières années en sont l'exemple le plus criant du manque de souveraineté algérienne. On n'a jamais été aussi peu souverain que sur les 20 dernières années. On se rappelle des blagues que se permettait Monsieur Hollande ou que se permettaient certains ministres à leur retour d'Algérie. On se rappelle des propos de Monsieur Fabius et de toute l'oligarchie française qui allait passer des commandes et qui se faisait très bien recevoir là-bas. Maintenant, si on veut ce genre de politique en Algérie, très bien, pourquoi pas. Et notre cher auditeur a au moins le mérite d'être clair. Mais simplement, moi, à titre personnel, je trouve ça plutôt misérable et je trouve assez bien qu'un pays soit ferme dans sa souveraineté. Bon, je vais te donner une citation que j'ai laissé méditer, mon brave, sauf que l'auteur m'échappe. Tu sais pourquoi les Maghrébins sont pas respectés en Europe ou en France? Est-ce que tu connais la réponse ou tu veux que je te la donne? Je la connais, mais elle ferait à peu près 3-4 volumes d'une encyclopédie. Non, elle est toute simple. Je crois que c'est Malik Chebel qui avait dit ça. Parce qu'ils viennent de pays non respectables, tout simplement. Voilà. Justement, il faut savoir se faire respecter. Et une députée qui vient sans être invitée, qui est gentiment et poliment et sans violence reconduite parce qu'elle n'avait pas à faire de politique dans un pays souverain, c'est ça, se faire respecter. Bon, merci Karim. Salut Karim, salut Karim. Abdeslam. Salut Karim. Non, je te vois... T'es choqué, Abdeslam, c'est ça? Non, mais si, t'es choqué. Moi, je sais faire le dos rond, donc je laisse parler, et que de toute façon, moi, je suis pour la souveraineté des peuples, et je veux absolument que les pays africains soient décideurs de leur avenir, et qu'on arrête un petit peu avec ce nord et ce sud, ce nord qui prend des décisions pour le sud. Faut arrêter avec ça. Je suis assez surpris quand même que les auditeurs soient pour l'ingérence. Quand même, ça me surprend. Ça me surprend que ça ne choque pas qu'une députée française vienne à Béjaïa pour soutenir le Hirak, ou une petite comment on va appeler ça, une partie du Hirak, hein, parce qu'il y a dans le Hirak il y a un peu de tout, il y a dans les revendications. Ça ne gêne pas. Bon, écoutez. Mais elle a trouvé ce qu'elle cherchait, à savoir faire le buzz. Voilà, elle est repartie en France. Cette vidéo est virale, tout le monde l'a vue, et c'est très bien, elle s'est fait un nom. Très bien. Nous sommes avec Abdel, qui a peut-être un autre avis, peut-être, je ne sais pas. Bonsoir Abdel. Bien sûr, bonsoir à tous. Bien sûr, j'ai autre avis. Et ça m'étonne pas d'entendre des gens, surtout qui viennent un peu de là-bas. Ça m'étonne pas. Ça pouvait venir. Je sais pas s'ils viennent de là-bas ou pas. Ils ont perdu la tête. Ouais. Alors moi, je suis d'accord que cette députée aille là-bas, mais elle a une seule condition, c'est que tous les députés algériens viennent en France soutenir les gilets jaunes et vérifier ce qui se passe en France, parce que je comprends pas, les auditeurs. Est-ce que vous avez déjà vu un député africain ou marocain, algérien, venir en France vérifier ce que Macron a fait à son peuple lors des manifestations des Gilets jaunes? Non. Personne. Les Algériens, les Marocains, les pays arabes, ils restent chez eux, ils regardent ce qui se passe dans le monde de loin, ils donnent pas de son moral. C'est pareil. Est-ce que vous avez déjà vu des bases africaines, des bases algériennes, des bases marocaines en Europe? Non. Moi, je dis à ces deux auditeurs, réfléchissez un peu. L'ingérence, elle est faite que d'un seul côté et elle est claire et nette. Mais ça se fait pas chez les Algériens, chez les Marocains, chez les pays arabes, ça se fait pas. Alors moi, je veux que les auditeurs m'expliquent pourquoi. Pourquoi alors que nous, on n'a pas le droit, pas nous, parce que bon, moi je suis français, mais pourquoi le pays de mon père, je vais aller de ce côté-là qui est l'Algérie, pourquoi les députés ne viendraient pas en France? Parce que si on regarde bien, qui a été violent? C'est pas les Algériens, c'est les Français qui ont été violents envers leurs manifestations. Donc, ça serait bien logique qu'il y a des députés à l'étranger qui viennent en France dire à Macron, ça suffit, on vient vérifier. Non, il le faut pas. Et croyez-moi, messieurs, ceux que je viens d'entendre, s'il s'avère qu'un jour un député étranger vienne donner des leçons de morale, il aura même pas le temps de décoller de son pays. Elle, au moins, elle a eu la chance de décoller de France et atterrir là-bas. Ils ont eu l'amabilité de la recevoir.
Dites à un député algérien ou marocain ou africain de venir donner des leçons de morale sur ce qui se passe en France, il aura même pas son visage et même pas s'ils vont lui donner l'autorisation de décoller de chez lui. Alors je demande aux auditeurs, réfléchissez un peu et n'essayez pas d'être plus français que les autres en fait. Merci Abdel. Bon, là je vous sens content là. Il a tout dit. Ah, il a tout dit. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, c'est bien. Merci, vous avez une réactivité aujourd'hui, c'est fou, hein, c'est extraordinaire. Dans un instant, tiens, justement, on va parler de la Tunisie dans un instant. Et vous savez que Macron a pris son téléphone. Oui, il en a un. Et il a appelé le président par intérim en Tunisie, Mohamed Nasser, pour lui demander, la France vous demande officiellement de libérer Nabil Karoui. Est-ce que ça, c'est de l'ingérence aussi ? C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence, Mehdi ? Dounia, c'est de l'ingérence ? Non, moi je voulais juste citer le député Amjid El Ghirab, qui est député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui a demandé courant septembre, qui a posé la question à Jean-Yves Le Drian sur la position, quelle était la position de la France par rapport à ces élections-là, et par rapport surtout à l'emprisonnement de Nabil Karoui par rapport à sa candidature au présidentiel. Et il a été très clair là-dessus, et sincèrement moi c'est pas ce que j'ai retenu en fait. Moi c'est surtout par rapport à sa position. Il a évoqué une confiance totale au peuple tunisien, dans sa souveraineté, une confiance totale dans les institutions tunisiennes, une confiance totale dans la commission électorale qui permet un droit de recours et qui a quand même validé 26 candidats et non pas un seul, et une confiance dans l'indépendance judiciaire de la Tunisie, en sachant qu'il a précisé que la France ferait en sorte que le processus électoral pour les 150 000 Tunisiens résidant en France soit très performant, puisque la France fait partie de la Commission européenne qui a son mot à dire dans... c'est ça, hein, oui, l'islam. Mais ça ressemble quand même un peu à de l'ingérence quand t'as le président d'un pays qui s'appelle la France. Sans faire d'ingérence, il a bien précisé, sans faire d'ingérence. Il a appelé Mohamed Nasser, il lui a dit il faut que vous libériez maintenant Nabil El Karoui, ça peut plus durer cette histoire. On en reparle dans un instant, mais avant tout cela, on fera un petit détour par le zapping et les infos zappées. Ah, du zapping. Non, tu peux pas. C'est la pub, là, on m'a dit. Oui, non, mais garde pour le reste. T'inquiète pas, t'es encore là pendant une bonne demi-heure. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 avec Dounia Tebaoui, avec Abdeslam Itache, avec Mehdi Chebaiki. Qu'est-ce qui se passe pour Abdeslam? On dirait que tu as une petite migraine. Tu te sens pas bien, non? J'ai une grosse migraine. Ah oui? C'est pour préparer ta défaite au quiz? Oui, c'est pour préparer ma possible. C'est qu'elle est attendue ta défaite au quiz. Ah non, mais elle viendra. Elle est souhaitée même. Alors elle viendra peut-être aujourd'hui parce que je suis vraiment pas bien. Oh là là, vous voyez comment il est en train de se coucher. Maintenant, c'est la vérité. Bon, comme ça. C'est à l'heure, c'est à l'heure. Les circonstances atténuantes. Vous allez voir comment il va se réveiller à l'heure du quiz. Bon, il nous reste à parler de la Tunisie dans un instant, mais pour l'heure, un petit tour du côté du zapping pour ne rien louper de ce qu'il fallait pas justement louper, que ce soit à la télé ou à la radio, ou peut-être louper d'ailleurs. Séance de rattrapage maintenant. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Oui, c'est ce que nous dit Dounia à chaque fois. Ouais, absolument. Elle est pas venue là pour souffrir. Et c'est pas ce qui se passe d'ailleurs. Alors, pour commencer, il était l'invité de C'est à vous sur France 5. François Hollande, l'ancien président, on se remémore ce qui s'est passé durant la cérémonie concernant Jacques Chirac, où l'on voit François Hollande parlant avec Carla Bruni, qui fait mine d'être extrêmement choquée. Que lui a-t-il dit pour la mettre dans un tel état? Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Voici sa réponse. François Hollande, qu'a-t-il dit à Carla Bruni? C'était quand même une cérémonie, donc je suis un peu surpris qu'on ait retenu de ces images. Ça vous agace même? Oui, ça me heurte même, parce que on n'était pas là pour avoir simplement quelques interrogations sur des conversations. Mais puisque la question est posée, j'y réponds. Ce qui m'a surpris, c'est que les Français ou ceux qui sont les internautes ont énormément d'imagination. Oui. Et d'humour. Et d'humour aussi. Et donc, ils ont voulu mettre ce qu'ils pensaient que j'avais pu dire. La curiosité aussi. Et de la curiosité, donc, légitime d'ailleurs. Et en fait, la réalité est beaucoup plus triste et simple. C'est que elle me posait la question que beaucoup avaient à l'esprit. Pourquoi
Bernadette Chirac n'est pas là dans la cérémonie à l'église et je lui confirmais que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle. Et c'est ce qui a sans doute suscité cette réaction qui est d'abord une réaction humaine et je crois sincère. De Carla Bruni. Voilà, je suis. Merci pour cette réponse. Dans la vérité qui n'est pas forcément celle que l'on croit. Et je suis certain que même là, quand je vous réponds, des téléspectateurs se disent non, ils se sont dit autre chose. Mais non, rien que cela, tout cela, c'est-à-dire beaucoup de tristesse. Bon, alors vous y croyez ce que dit François Hollande? Oui, moi je le sens très sincère et je pense qu'il a été très transparent par rapport à ça. Après c'est une polémique inutile. Moi je trouve que voilà, c'est très français. Les Français sont très friands de ce genre de détails. Et qu'est-ce que t'en penses, Abdeslam? Non mais alors moi j'ai appris que Sarkozy n'était pas content. Il avait tapé du poing sur la table et c'était qu'une table basse. Oh là là, c'est petit ça, Abdeslam. Voyons, on n'attaque pas le physique, arrête. Quand même. Mehdi, t'es convaincu par les explications de Monsieur Hollande, c'est bon? D'accord. Ok, tu t'en tapes. D'accord, on a bien compris. Ça m'intéresse pas plus que ça, Monsieur Hollande. Bon, très bien. Bon, alors peut-être que là ça va t'intéresser puisque c'est Brice Hortefeux qui était l'invité d'RTL ce matin. Il est venu prendre la défense de son ami Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Il y a une réalité simple, claire et nette, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen, et n'est pas poursuivi dans le cadre de l'affaire Big Malion, et qui concerne d'ailleurs tout un tas de gens, mais aucun de ses proches. Troisième, mais alors sans doute, je vois que vous voulez m'interrompre parce que vous êtes en train certainement de vous dire que si je vous dis ça, c'est par amitié, par fidélité, par loyauté. Ça pourrait être. C'est bien, vous faites les questions et les réponses. Oui, parce que je devine ce que vous alliez me dire. Mais moi, c'est pas moi qui le dis. C'est Le Monde d'ailleurs l'a révélé hier soir. On sait que c'est pas sur la fraude, on sait que c'est sur le dépassement des comptes de campagne. C'est pour ça, mais là on mélange tout. Non, mais non, justement, je ne mélange pas là. Il faut pas mélanger. Et donc le juge lui-même, je le cite de mémoire, a déclaré que Nicolas Sarkozy, l'enquête n'avait pas pu établir, je le cite quasiment mot à mot, que Nicolas Sarkozy avait ordonné, ni participé, ni même été informé des fraudes. La question, vous avez raison, c'est un dépassement de compte de campagne. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait un montant. Que il va pouvoir s'expliquer, c'est plutôt bien ce procès. Mais c'est ce qu'il a rendu public, ou que son entourage a rendu public, que j'ai vu comme vous, disant que ce serait l'occasion pour lui de s'exprimer. Mais simplement, aujourd'hui, on est dans une époque où dès que vous êtes un personnage de premier plan, vous êtes le premier exposé et le premier ciblé. Voilà, Brice Hortefeux, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, ça devient critique. Brice Hortefeux, il faut rappeler, c'est quelqu'un qui est un multirécidiviste, au sens pénal du terme. Il a été condamné plusieurs fois à tout un tas de choses. Voilà, donc les bons conseils et la bonne morale venant de ce genre de personnes, non merci. Pareil, Abdeslam, la morale de Brice Hortefeux, tu t'en tapes? L'amitié à n'importe quel prix, moi ça a pas de sens tout ça et voilà. Et entre bons amis noyés dans les affaires, ils peuvent se serrer la main. Oui, d'accord. Dounia, pareil. La justice fera son travail. Très bien. Bon, alors tiens, vous connaissez Joe Star, le coup de gueule de Joe Star, de passage à Rouen. Pour y interpréter une pièce de théâtre, il a poussé ce petit coup de gueule. Je viens d'annoncer par le biais d'une conférence de presse que tout se passait bien à Rouen. Moi je confirme qu'on était en train de jouer au théâtre et qu'il y a une odeur d'essence qui est montée dans le théâtre et que c'est reparti pour un tour. Donc c'est super quoi. Rappelez-vous qu'aussi Tchernobyl, tout allait bien quoi. Voilà. Donc voilà, big up aux gens de Rouen en espérant que on va survivre à tout ça. Il avait mis le masque et tout pour illustrer le truc. Voilà, Joe Star. Est-ce qu'il a chanté Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je ne pense pas, non. C'était pas le... Joli. Tu vois comme quoi il fait mine d'être fatigué, tout ça, mais il sort toujours la petite punchline comme ça qu'on attend de nulle part. Tiens, ça va peut-être vous réveiller. Fabrice Lucchini qui parle de la libido de l'ancien président François Hollande. Et apparemment, il a de la matière. François Hollande est un homme qui a une libido et qui provoque la libido. Ça a fait rire. Il est irrésistible dans un déjeuner. Il est irrésistible dans ses SMS. Et dès qu'il parle, il prend une gravité qui n'est pas sa nature. Voilà, Lucchini. Voilà, il paraît que François Hollande a une libido extraordinaire. Bon. C'est toujours bon à prendre, Vous voulez quand même la réponse de l'intéressé? Parce que il a réagi évidemment, François Hollande. Qu'est-ce qu'il en dit?
Oui, non, on se passera des images, mais t'inquiète pas. Parce que je connais Fabrice Lucchini, ce qu'il a voulu, c'est montrer un paradoxe. Sur la libido, en disant vous pensez connaître François Hollande, mais vous ne le connaissez pas comme moi, même si je dois dire que ça n'a pas été plus loin dans nos relations. Ça devient très inquiétant quand même ce jeu malsain au sein des politiques, des acteurs et compagnie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je m'inquiète. Ça fait partie du personnage, Lucchini, on le connaît tous. Oui, il est très talentueux d'ailleurs, j'aime beaucoup moi Lucchini. Beaucoup de talent, beaucoup d'éloquence. Et puis, je pourrais l'écouter pendant des heures. Moi j'imagine un débat Chebaïki, Lucchini, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Alors, quelques infos zappées, messieurs, dames, avant de passer à notre deuxième et dernier sujet, avant le quiz tout à l'heure. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, à l'écoute du grand forum. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma musique part pas? Elle part, c'est parti. Pour vous dire quoi? Que, tiens, cette nuit de bagarre s'est produite dans un bus à Rennes. Selon RTL, les faits se sont déroulés vers 1h du matin quand 4 jeunes âgés entre 17 et 19 ans ont commencé à se battre. L'un des protagonistes a sorti un couteau. 2 jeunes ont été touchés grièvement, blessés, précisent nos confrères, transportés à l'hôpital. L'un des 2 blessés avait son pronostic vital engagé cette nuit. À l'heure actuelle, l'origine de la bagarre n'est pas connue. Une enquête a été ouverte. Voilà encore une fois une bagarre qui se termine mal et qui va peut-être... en tout cas faire des blessés, c'est sûr, et peut-être un mort puisque le pronostic vital est engagé. Que foutent des gamins de 17 ans dans les rues à 1h du matin? Moi, c'est la question que je me pose. Je sais pas, vous avez la réponse? Et où sont les parents Où sont les parents, oui, tout à fait. L'éducation. Oui, hélas, c'est semaine, enfin jour après jour même, parce que ça se passe à Rennes, mais on en parle, parce que l'info est sortie, mais tu as certainement eu la même chose à Lyon, à Paris, à Marseille, le même jour, bien sûr. Bagarre au couteau. Ouais. Autre info zappée, Maroc, la journaliste Hajar tout à fait. Essouni, condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Vous cautionnez ça? On ne cautionne pas, bien entendu. Le corps des femmes n'est pas une propriété publique. Et Hajar Essouni, qui est soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement, elle est soupçonnée, puisqu'apparemment son gynéco a dit que c'était une urgence médicale. Donc après, il paraît aussi qu'elle aurait, enfin, qu'on la met un petit peu, comment dirais-je, sur la. On étale un petit peu sa vie privée sur la place publique par rapport à son soutien à comment s'appelait le RIF, tu sais, Zavzafi, exactement. Ouais. Alors je sais pas, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est point d'interrogation? C'est pas la première fois au Maroc, ce genre de truc. Une peine de prison d'1 an ferme, Abdeslam. Non, mais d'abord sa sexualité ne regarde qu'elle, donc on n'a pas interprété. Et en effet, l'étalement sur la place publique d'une personne surtout quand on sait ce qui se passe en matière de sexualité au Maroc, faut juste arrêter 5 minutes, quoi. Je ne commenterai pas ce. Oui, mais bien sûr, mais faut le dire aussi. Je ne le dirai pas. Il veut pas se mouiller, le mec. Non, mais toi, t'as envie de faire des petits séjours à Marrakech. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un acharnement juridique. Mais bien sûr, mais c'est une personne publique et salir des personnes comme ça, moi, c'est juste, voilà. Et c'est une grave atteinte aux libertés individuelles d'une femme, et d'une journaliste, parce qu'elle est aussi journaliste. Mehdi, ton avis m'intéresse. Moi, je rentrerai pas dans le côté, morale, j'essaie toujours avec les pays étrangers de pas appliquer ma morale sur la leur, mais ce qui est certain, c'est que elle paye surtout ses soutiens politiques. Ça, c'est ma vision des choses. Oui. Je peux me tromper, mais ce que nous a dit Dunia, quoi. Ouais. Voilà, très bien. Sinon, parce que bon, on va suivre. Peut-être que je pense qu'il y a possibilité de faire appel. Est-ce qu'elle est pas encore en prison? Si, Dunia. Si, je crois que si elle est en prison, d'accord. Ok, bon. Alors, autre info zappée, le chef historique du parti tunisien El Nahda, Rached Ghannouchi, mise sur la proximité dans une campagne qui mène pour la première fois en tant que candidat à l'occasion des législatives qui auront lieu, rappelons-le, ce dimanche 6 octobre. Ghannouchi aux législatives, il peut rafler la mise ou pas, Abdeslam, t'y crois? Alors, j'ai pas une réelle connaissance de la politique tunisienne à partir du moment où ça tombe bien pour le sujet qui arrive, on va être bien servi. Non, ce que je veux dire, c'est le sondage de la rue et le sondage des urnes. J'ai pas prétention à tout connaître, mais ce que je veux dire sur un aspect démocratique, il est en droit de présenter une liste, et si les sondages le donnent gagnant, eh bien
c'est que les Tunisiens l'auront choisi. Au-delà de ça, moi je peux pas apporter. Ça c'est une réponse de centriste. Oui, peut-être, mais c'est la liberté du peuple. Voilà, je suis un démocrate et le pouvoir revient au peuple dans tous les cas. Mehdi, pareil, le pouvoir revient au peuple. Non, le pouvoir ne revient jamais au peuple, hein, sinon ce serait la chienlit. C'est un vœu pieux, Mehdi. C'est même pas. Non, c'est même pas un vœu pour moi. Non, le pouvoir au peuple. Non, le peuple garant du pouvoir. Enfin, garant. Le peuple, comment dire, qui surveille le pouvoir. Oui, mais le pouvoir au peuple, pour moi, c'est plutôt assez creux comme. Mais concernant Ranouchi, il fait ce qu'il a à faire. Nahda est dans une baisse. Depuis quelques années, elle a été au pouvoir après Ben Ali. Les gens, dans un phénomène de rejet, de boomerang un peu, se sont tournés vers Nahda. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais malgré tout, ça reste une vraie force politique en Tunisie. Et aujourd'hui, Ranouchi semble avoir compris qu'il fallait qu'il change son fusil d'épaule. Il l'a déjà fait il y a 2-3 ans lorsqu'il a dit qu'il n'était pas un parti islamiste, mais un parti conservateur, de mémoire. Aujourd'hui, il revient à ses fondamentaux, parce que une fois qu'ils ont été mis au pouvoir, visiblement, vous savez, les mauvaises habitudes se prennent très vite. Et on a beau s'appeler Nahda, on a des gens qui commencent à manger un peu dans la gamelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris, en tout cas pour certains d'entre eux, qu'il fallait revenir vers les gens. Bon, autre info zappée, le Premier ministre israélien qui cherche à rester en poste fait face mercredi, aujourd'hui, à un double défi avec une audition attendue de longue date pour corruption et des pourparlers au point mort avec son rival Benny Gantz sur un gouvernement d'union qui peine à accoucher. Pour un Netanyahou, c'est pas la grosse période et pas la grosse forme en ce moment, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On enchaîne avec l'impunité du rentier de la polémique touche peut-être à sa fin puisque les journalistes du Figaro se désolidarisent du polémiste Éric Zemmour. Est-ce que ça soulage ça ? A priori, ça vous soulage pas, d'accord. Non, mais non, parce que je veux dire que ça c'est bien beau, c'est bien beau de faire des éditos comme ça, enfin en tout cas d'annoncer ça, mais dans la réalité du fond des articles du Figaro, qu'est-ce que ça change ? Ils sont à peu près à 90-95% sur la ligne Éric Zemmour. Donc dire oui, on n'est pas d'accord avec lui sur la forme, mais dans le fond idéologique, avoir souvent les mêmes positions. Question, simplement... est-ce qu'il doit parler ? Est-ce qu'on doit empêcher Éric Zemmour de parler comme ce qu'on peut voir à ce moment fleurir sur les réseaux sociaux, oui ou non ? On est en démocratie, donc non, l'empêcher non. Mais après, c'est vrai qu'il a le passe-droit dans tous les médias. On le voit partout sur toutes les chaînes. Il couvre pas mal de comment on appelle, la créneau d'audience. Enfin voilà. En tout cas, plus voir au niveau du CSA, ce qui peut être fait, mais après on peut pas l'empêcher comme ça. Le problème n'est pas Zemmour. Honnêtement, le problème n'est pas Zemmour. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on a un milieu médiatique, politico-médiatique, mais en l'occurrence médiatique, qui lui sert la soupe. Zemmour, c'est que la pointe de l'iceberg. Je suis désolé, mais quand, par exemple, dernièrement, j'ai vu que des gens voulaient faire une pétition pour CNews, que CNews n'embauche pas Zemmour. Oui. Mais CNews, c'est la source du problème. Zemmour n'est pas le problème. CNews est la source du problème. Enfin, CNews, entre autres. Hein, j'attaque CNews comme je pourrais attaquer d'autres chaînes de radio-télé. Mais ces chaînes-là sont pour moi l'équivalent de la radio des 1000 collines au Rwanda. Ils ne font que jeter de l'huile sur le feu, et ce depuis des années. Même si CNews est la dernière arrivée, depuis des années. Alors aujourd'hui dire faut pas que CNews embauche Zemmour, je suis désolé, mais c'est CNews le problème en premier lieu, bien avant Zemmour. Bon, très bien. Autre info zappée, la chaîne fondée, et d'ailleurs ça va illustrer notre sujet qui va durer pas longtemps, mais on va en parler quand même. La chaîne fondée par le candidat à la présidentielle Nabil Karoui est à nouveau dans le viseur de la justice tunisienne après avoir écopé d'une lourde amende pour manipulation de l'image au cours de la campagne électorale. C'est le parquet qui annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête judiciaire suite à des propos de Taoufik Benbrik qui a incité sur l'antenne de Nesma TV à prendre les armes pour faire libérer Karoui. Donc rien ne va plus, et Karoui, on rappelle qu'il y a eu une audition hier, on a rejeté sa demande de libération. Le candidat à l'élection présidentielle qui est prévu le deuxième tour le 13 octobre reste donc en prison. Qu'est-ce que ça vous évoque, Mehdi Chebaiki ?
Ça m'évoque une situation plus qu'ambiguë, une situation complexe là, parce que dans le cas où il gagnerait les élections, je me demande bien comment les choses se passeraient. Au niveau de Nesma, il faut savoir que bien avant la période électorale, Nesma était déjà dans la tourmente. Oui. Et Monsieur Mamie nous en avait parlé d'ailleurs. Il y avait des choses qui se passaient pas très bien. Nesma n'est pas une chaîne blanche et vierge de tout reproche, loin de là. Loin de là. Et le groupe de M. Karoui n'est pas non plus. De toute manière, à ce niveau-là, c'est toujours très compliqué d'être très blanc. Mais le fait que M. Karoui soit en prison et qu'il soit potentiellement vainqueur d'une élection présidentielle, ça risque d'amener des temps difficiles pour nos chers amis tunisiens. Julia ? Moi, je voulais répondre à Mehdi par rapport quand il évoquait le cas où Nabil Karoui gagnerait les élections. Oui. Dans le cas où Nabil Karoui gagnerait les élections, l'Assemblée des représentants du peuple sera obligée de l'accueillir pour prêter serment. Donc, dans tous les cas, à ce moment-là, il pourra sortir pour être président. Il y a un discours qui prétend qu'il ne pourra pas être président, qui est très utilisé par ses adversaires pour dissuader les électeurs, mais c'est complètement faux. Si jamais il est élu en étant en prison, il pourra sortir pour prétendre serment. On va sortir des cacahuètes, Abdeslam. Alors, juste une chose par rapport à ça. Donc, s'il sort et qu'il est président élu, oui. Très bien. Il sort de prison. Oui. Admettons. Oui. Il siège au palais présidentiel. Oui. Encore mieux. Oui. Quid des affaires qu'il a derrière lui? Qu'est-ce qui se passe? Il a l'immunité, non? C'est ça? C'est pas comme ici? Non. Alors j'ai la réponse par rapport à ça. Tu as la réponse. Tu as enquêté, Dounia. J'ai enquêté. Alors j'ai pas. Enfin, je vais le dire à ma façon. En fait, ce qui va se passer, c'est que il y a une immunité effectivement, mais il a comment dirais-je? Il a dit qu'il n'utiliserait pas, cette immunité pour montrer, pour prouver son. Ah si. Oui, il veut rester en prison, lui, c'est ça? Non, mais attends, pour prouver sa bonne foi au peuple. Il veut être jugé. Exactement. Peut-être un effet d'annonce. En tout cas, ça montre quand même ça. Et quel est le juge? Alors moi, j'aimerais savoir en Tunisie quel est le juge qui mettra le président élu et en exercice en prison pendant son mandat. Mais est-ce qu'il ira en prison? Est-ce que finalement il n'a pas les preuves? Non, mais là on parle que d'hypothèse. Est-ce qu'il serait élu? Est-ce qu'il ira en prison? Mais vu qu'on est dans l'hypothétique, dans l'hypothèse à chaque fois, absolument. Tirons le fil jusqu'au bout. Il est élu, il sort, il siège. Quel est le magistrat qui mettra le président de la Tunisie en prison? Mais en plus, Mehdi, je te rejoins. Et en plus, il y a une indépendance des trois pouvoirs, judiciaire, législatif et exécutif. Et donc dans l'autre sens aussi, le pouvoir judiciaire ne peut plus rien contre le pouvoir exécutif dès lors qu'il est désigné pour voter, et il y a une protection. Mais est-ce qu'il faut pas annuler cette mascarade là, messieurs? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, mon avis profond là-dessus, c'est que Nabil Karoui aurait dû déjà se désister, quitte à passer son tour cette année. Et par la suite, il a quand même des relais dans le monde politique, il a des relais dans le monde financier. Et s'il sortait blanchi de cette affaire, il est presque certain qu'à la prochaine élection, il aurait raflé la mise. Enfin, il joue le coup jusqu'au bout, Mehdi. Ça, c'est oui, on peut pas lui en vouloir. En tout cas, c'est une première. Quand même l'avenir de la démocratie tunisienne, cher Abdeslam. Alors lui dit quoi? Il dit qu'il représente l'axe moderniste socio-libéral. Il décrit son adversaire comme le représentant de l'axe islamo-conservateur, et il a assuré qu'il serait un président moderne, défenseur des valeurs démocratiques, tolérant, respectueux des droits des minorités, etc. Un président qui va être proche de ses concitoyens et qui va sillonner. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est par l'intermédiaire, j'ai retrouvé de son avocat, qui s'est engagé à renoncer à l'immunité constitutionnelle pour démontrer qu'il est sûr de son dossier et de son innocence. Elle a bossé ses dossiers. Non, mais ça c'est son programme. Les minorités. Et juste une chose, parce que tu parlais du peuple, Mehdi, tout à l'heure. On disait tout à l'heure, tu parlais du peuple tunisien. On parlait, tu sais, en off du fait que ce serait insolite qu'il soit élu de par son emprisonnement. Il a pas fait campagne, il s'est pas exprimé. Bah non. Il a pas voté le premier tour. Ouais. Après, oui, il a une chaîne, il a des chaînes de télévision qui, bien évidemment, ont fait des diffusions en sa faveur, et sa femme aussi, qui a quand même pas mal milité pour lui. Mais pour moi, au contraire, ça montre que, au peuple tunisien, on peut rien leur imposer finalement. Et que on parlait de souveraineté du peuple tout à l'heure, c'est les Tunisiens qui décident. Il a quand même eu un bon score. Tunisien. C'est-à-dire? Eh bien, en n'ayant pas fait campagne, il a eu des bons scores. Et il se retrouve au deuxième tour. Donc, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est les Tunisiens qui ont choisi. Pourquoi est-ce que les gens votent pour lui?
Bah alors peut-être pour y apporter pour y dénoncer justement un acharnement judiciaire qui est fait contre lui, ou peut-être pour sanctionner les autres parties. C'est possible ça aussi. Mais donc on risque d'élire quelqu'un, pas moi parce que je ne suis pas tunisien, mais il risque. Alors indépendamment de ce qu'on peut penser de ces idées, je parle pas de ça. Mais là aujourd'hui c'est pas ses idées, il a pas fait campagne, il a pas pu faire de programme. Aujourd'hui il risque d'être élu en Algérie dans certaines régions. Ils disent Skara fait le pouvoir, c'est-à-dire juste pour embêter ceux qui sont actuellement à la tête. Mais en termes de choix politique, j'ose espérer quand même que lorsque l'on met un bulletin dans l'urne, c'est pas simplement pour ça. Non mais attends, Mehdi, il représente le modernisme socio-libéral en face de lui. Il a quand même il a quand même un islamo-conservateur en face de lui. Et ça, c'est tout ce que les Tunisiens, la majorité, je pense, ne veulent plus. Oui, c'est Narda, en l'occurrence, voilà. Ouais, bon, pour faire donc, ça. On peut pas savoir ce que pensent les Tunisiens, et les Tunisiens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de mettre quelqu'un qui est moderniste, progressiste, et avec tous les suffixes en iste derrière, il y a pas de problème, y compris que je sois islamiste. C'est pas ma question. La question, l'avenir nous le dira. Là n'est pas la question. C'est quelqu'un qui on ne le connaît pas politiquement. Il n'avait pas d'ancienneté politique. Il n'avait pas un parti. Il n'avait pas non plus fait montre d'ambition politique. Nida Tounes, pour info, il a créé Nida Tounes. Il a participé à la création de Nida Tounes. Bah oui, je sais pas, mais en tout cas il l'a créé. Voilà, donc et il a un parti effectivement qui est récent. Et c'est ce qui lui permettra peut-être aussi, et c'est là que c'est intéressant, d'avoir une part importante au sein des législatifs ce dimanche, parce que si au cas Kais Saied, l'autre candidat qui est arrivé en tête du premier tour, rappelons-le et ne l'oublions pas, lui n'a pas de parti. Et quoi qu'il en soit, s'il est élu, il y aura une cohabitation. Et certains experts s'accordent à dire que ça va être ingouvernable cette histoire. Voilà, donc non, mais c'est clair, mais il y a autre chose aussi, c'est que moi j'ai un peu de mal lorsque j'entends notamment des pays maghrébins qui et alors le camp Karoui pour l'occurrence qui finalement ne fait qu'affirmer qu'il est le candidat du progressisme face à l'islamisme. Oui. Voilà. Alors la société tunisienne, on peut pas dire les Tunisiens veulent. Moi, je déteste lorsque l'on dit les Tunisiens, les Algériens, les Français pensent ceci ou veulent ceci. Non, il y a des courants dans la société. Il y a des courants, il faut respecter tout le monde. Et le fait de se jeter l'opprobre comme ça en disant toi t'es un progressiste, donc grosso modo t'es ouvert à tous les vents. Et toi t'es un islamiste, donc à cause de toi on va vivre des périodes noires. C'est pas la politique comme elle devrait avoir lieu. Je suis désolé. Non mais moi tout à l'heure quand j'évoquais ça, comme disait Christophe, oui. J'ai bossé et j'ai un petit peu écouté, j'ai un petit peu lu ce que les Tunisiens qui ont voté pour lui, justement quel était leur argument majeur. Et moi, tous les retours, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu voir en vidéo, c'était quoi? C'était l'attachement à la liberté, à la démocratie de Nabil Karoui. C'est toujours ça qui revenait. Ça, ce sont les électeurs de Karoui qui ont parlé, évidemment. Donc moi, je me suis appuyé sur ça. Les gens qui ont voté pour Macron également, les gens qui, ça, je veux dire, moi, je parle pas de ce que les gens votent ou ce que les gens votent pas. Là n'est pas la question. Ils voteront bien ce qu'ils veulent. In fine, les Tunisiens, et heureusement, et d'ailleurs tant mieux pour eux, parce que ça montre que c'est le seul pays arabe qui le fait. Mais je parle au niveau politique, au niveau plus général, cette manière de voir le monde et de faire de la politique à titre personnel me dérange, parce que c'est ratisser la politique. Merci Mehdi Chebaiki. Dans un instant, il y a beaucoup de monde à l'écoute. Ils espèrent que Abdeslamitash va perdre son premier quiz. Est-ce que ce sera le cas? Réponse dans quelques minutes. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Oh, le moment attendu par de nombreux auditeurs, je dois le dire, hein. Ça s'appelle le quiz et c'est dans le grand forum avec aujourd'hui ce quiz qui oppose Dounia Tebaoui, infirmière cadre. Elle est déstabilisée. Non, Abdeslam, là, il est chaud. Hein. Sincèrement, je sais pas comment te décrire, Christophe, mais décris aux auditeurs. Il est en sueur, il tremble, il rigole, il est euphorique, il a tout débarrassé. J'ai rangé mon ordinateur. Il a rangé l'ordinateur. Il a les mains jointes et là, il est au taquet. Il attend. Abdeslamitash, effectivement, toujours le patron du quiz, hein, selon tes chiffres, parce qu'il tient un tableau, l'ami. Il a un tableau. Ouais, c'est le grand chelem pour l'instant. Mehdi Chebaiki, challenger du côté de Lyon. Pourquoi pas? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi, Mehdi. On va essayer de pas les décevoir. Bon, je rappelle la règle et attention, je serai intransigeant parce qu'on m'accuse d'être partisan et d'être pro Abdeslamitash, ce qui est complètement faux. Je suis totalement neutre et je suis pour personne si ce n'est le meilleur. Voilà. Alors, je rappelle les règles, je pose des questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 2 octobre, je ne vous apprends rien. Mais, si vous répondez avant la fin de ma question, je vous enlève un point. Considérons que par exemple, je vous pose la première question, Abdeslamitash, pour ne citer que lui, répond avant la fin de la question, il partira donc avec -1. On est d'accord?
Non, mais c'est comme ça. Première question, je vous souhaite bonne chance. On est en 1949. Premier journal télévisé. À quelle heure était-il diffusé? 21h. 21h est une bonne réponse, Abdeslam Itache. 21h et non pas 19h, monsieur Chebaki. Premier point marqué par Itache qui a été très discipliné. Création maintenant de quelle radio adressée aux jeunes en France en 1985? Énergie. Non. Skyrock. Non. Non, mais il a pas terminé là. Si, j'ai terminé, si. En quelle radio a été créée en 85? Fun Radio est une bonne réponse, monsieur Itache. Ah, mais on a le droit de dire des réponses en oui, bien sûr. Fais pas mine de découvrir les règles, Mehdi Chebaki. Tu vas pas me la faire à moi. Oui, très bien. Ça, bon. il fait son holas, là. Ça y est. Quel journaliste présente, et c'est là la troisième question, quel journaliste présente son dernier JT en 1997 sur France 2? J'allais dire Poivre d'Arvor. Non, France 2. Il a eu quelques problèmes. Je suis trop jeune. Patrick Chen? Non. Non, il a pas eu de problème d'ailleurs. Mais en tout cas, il s'exprime beaucoup sur... Bilalian. Non, pas Bilalian. Il s'exprime Paul Lamar. Non, il s'exprime beaucoup sur Twitter et il est très chaud. Bruno Mazur. Bonne réponse de Mehdi Chebaki. Bruno Mazur qui présentait effectivement son dernier JT sur France 2 en 97. 2-1. Dounia, on cherche toujours le réveil. Je cherche un éditeur publicitaire mort en 2007. Il était ancien président du Paris Saint-Germain. Une tribune porte son nom. J'allais dire Auteuil. Président entre 78 et 91. Son prénom est Francis. Francis. Graille. Francis. Non. Allez, Francis comment? Il y a une tribune qui porte son nom au PSG. Au parc. Bon. Francis Borelli. Voilà. Ah non, non. Oui. Bon. Toujours 2-1. Je cherche à présent un chanteur né en 1951. Il a été membre du groupe Police. Sting est une bonne réponse. Yes. 3-1 pour Abdeslam Itache. Les questions, elles font 3 mots en fait. Moi, j'attends la fin de la question. C'était la fin. C'était la fin. Dernière question, peut-être pour l'honneur. Et là, c'est la fin. Je cherche un ancien footballeur international français et entraîneur né en 1959. Né en Espagne. Entraîneur de l'équipe de France? Hidalgo. Non. De l'équipe de France? Il a été entraîneur du PSG entre autres. Fernandez. Luis Fernandez, magnifique. Yes. Bravo. Je l'ai dit Fernandez, hein. Tu l'as dit quand, Fernandez? Mehdi Chebaki, arrête. Tu l'as dit quand? Tu l'as pas dit. Non, tu as dit. Je l'ai dit Fernandez, vous plaisantez. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais non. Qu'est-ce que c'est que c'est truand? Mais tu l'as dit quand, Fernandez? Après c'était pas ça, j'ai dit Fernandez. Non, tu l'as dit après. Bon, je sais pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Il y a doute, on enlève le point. Allez, enlève le point. Allez, d'accord. Bon, victoire de Abdeslam Itache, combien? 3-1. C'est ça. 3-1. Bravo, monsieur Itache. Bravo, monsieur Chebaki. J'espère sincèrement que la démocratie et la justice tunisienne fonctionnent mieux que ce quiz. Bon, non, arrête, j'ai été loyal. Je t'ai enlevé le point. Je dédie la victoire à un ami qui nous écoute qui s'appelle Kadour. Très bien. Merci Abdeslam, merci Madounia, merci mon Mehdi. Merci à tous les trois. Demain, c'est la deuxième mi-temps avec Alexandre Langlois, l'ancien le policier suspendu par Castaner, qui reviendra débattre avec nous demain avec Ossine Ras, Yasser Louati et Céline Bory. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Medjed. Il est 18h01 sur France Maghreb 2. À demain 16h. Le rappel de l'actualité avec le journal de Sophie Terrance. Bonsoir Sophie. Bonjour à tous. Les Bleus sur de bons rails. Le 15 de France vient de remporter son deuxième match de la Coupe du Monde de rugby. Un succès face aux États-Unis qui rapproche les tricolores d'une qualification en quart de finale. Retour sur le match au début de ce journal. Le ras-le-bol des policiers, ils seront nombreux, très nombreux dans les rues de Paris cet après-midi. Vous entendrez la colère d'un responsable syndical. Et puis après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement prend des mesures pour assurer la sécurité des autres sites Céveso de France. Les contrôles vont être renforcés. Bienvenue à tous.
La logique a donc été respectée. Le 15 de France s'est imposé il y a quelques minutes seulement face aux États-Unis, 33-9 pour leur deuxième match de la Coupe du Monde. Un succès qui a mis du temps à se dessiner, Christophe Miedouget. Oui, d'abord une première mi-temps un peu brouillonne face à des Américains accrocheurs. 12-6 après 2 essais de Huget et de Raka. Au bout de 20 minutes, on se disait que ça allait quand même bien se passer. Mais les Bleus ont été maladroits, mal inspirés et souvent mis sous pression par les Eagles. Ce n'est finalement qu'à l'heure de jeu, quand les Américains étaient revenus à 12-9, que la situation a fini par se décanter. Le coaching du staff tricolore a payé. Serein, Aldrit ou Médard ont apporté de la fraîcheur. Et Ficou puis Serein, justement, ont ajouté les 2 essais qui ont assuré d'abord le bonus offensif avant que Poirot n'ajoute un 5e essai en toute fin de match, scellant le score de la rencontre. Prochain match des Bleus dimanche contre les Tonga. À suivre également aujourd'hui dans cette Coupe du Monde de rugby. Nouvelle-Zélande, Canada dans un petit quart d'heure. Également dans l'actualité, le gouvernement demande des contrôles de sécurité supplémentaires dans les usines Seveso. Annonce ce matin de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Et des contrôles à réaliser dans les plus brefs délais pour vérifier la conformité des installations. Arthur Lemahout, on compte plus d'1 millier de sites classés Seveso en France. Oui, dont 700 à haut risque, des sites particulièrement surveillants en raison des produits chimiques qu'ils renferment. Ils ont pour obligation de notifier sur Internet les produits stockés, les comportements à adopter ou encore les personnes à contacter en cas d'incendie. C'est ce qui s'est passé à Rouen. Les riverains ont été prévenus par une sirène. Après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, des aménagements spéciaux ont été mis en place pour les logements les plus proches des usines. Des fenêtres anti-déflagration ou encore des zones de confinement pour éviter l'inhalation de substances toxiques. Mais les nouveaux contrôles demandés par le gouvernement pourraient être plus longs que prévu. La raison, il n'y aurait pas assez d'inspecteurs. Une situation que dénonce la coordination nationale des sites classés Seveso. De son côté, l'Assemblée nationale ouvre une mission d'information sur l'incendie de Lubrizol. Une délégation se penchera sur le dossier avant la publication d'un rapport. Par ailleurs, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, sera auditionnée ce soir à l'Assemblée nationale. La contraception gratuite bientôt étendue aux jeunes filles de moins de 15 ans. Objectif du gouvernement, réduire le nombre de grossesses précoces et d'interruptions volontaires de grossesse. Une mesure de l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Et c'est tout simplement du jamais vu depuis près de 20 ans, depuis 2001 très exactement. Les policiers vont descendre dans la rue aujourd'hui. À l'appel d'une intersyndicale, entre 15 000 et 20 000 personnes venues de toute la France sont attendues à Paris pour une marche de la colère. Alors quel est le mot d'ordre de cette manifestation? Didier Martinez est le responsable du syndicat Unité SGP Occitanie. Le mot d'ordre, c'est surtout exprimer la colère des policiers et leur ressenti par rapport aux derniers mois, à l'ensemble des événements qui leur sont opposés, et surtout exprimer ce malaise grandissant avec des nombreuses semaines et des mois de manifestations consécutives le week-end, un emploi intensif, des difficultés parce qu'ils sont mis à mal, stigmatisés, décriés par tant les lobbies que la population, bref, des états d'âme, une grande colère qui s'exprimera tout corps confondu et tout syndicat confondu. Des propos recueillis par Boris Karlamov. La manifestation partira à 12h30 de la place de la Bastille, direction la place de la République. Ce matin, Christophe Castaner a voulu rassurer les policiers sur la réforme des retraites. Le gouvernement prendra en compte la dangerosité de leur profession. À l'étranger, Boris Johnson et son plan pour le Brexit. Le Premier ministre britannique dévoile aujourd'hui ses propositions, une offre finale à l'Union européenne pour trouver un accord. Si Bruxelles refuse de nouer le dialogue, il n'y aura plus de négociations, prévient le gouvernement. Le divorce du Royaume-Uni avec l'UE est prévu le 31 octobre. La Corée du Nord a tiré la nuit dernière 2 nouveaux missiles, des projectiles non identifiés en direction de la mer du Japon. Le Premier ministre japonais a fermement condamné ces tirs. Attitude paradoxale de la Corée du Nord qui a annoncé hier la reprise des discussions sur le nucléaire avec Washington. Et puis le foot avec la suite de la Ligue des Champions. 2 clubs français à suivre ce soir pour la 2e journée. Lyon se déplace à Leipzig et Lille reçoit Chelsea. Coup d'envoi des 2 matchs à 21h. Hier soir, le PSG l'a emporté 1-0 contre Galatasaray. 2e victoire en 2 matchs pour les Parisiens grâce cette fois à un but d'Icardi. Voilà pour toute l'actualité. Excellent après-midi à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.